Surtout jamais craché dans la main qui t'a toujours nourri, règle numéro 2. Ils étaient fans, maintenant ils manquent de respect. Parle mal, ils pensaient discret comme un mec rabatte quand il rentre de reste. Toi tu la retournes pas, tu changes de veste. J'ai décidé de jamais... Salut les gars. Bonsoir. Salut Romain. Ravi qu'on se retrouve tous ensemble autour d'un nouveau podcast avec un sujet intéressant mais qui va titiller beaucoup de personnes. Je peux le dire ainsi, c'est bon, c'est français là cette fois-ci. C'est français. C'est français, c'est pas le meilleur mot utilisé, mais c'est français. 5 indices pour détecter les personnes toxiques autour de nous. Alors, il faut le dire, Augustin et moi, on n'a rien préparé. On a discuté un peu du sujet. Emmanuel nous a regardé et a fait « Oh ouais, je fais ma note. C'est bon, j'ai mes 5 points. Ah ouais, là je sais quoi dire, Donc en fait, on va se laisser porter. » Alors, je tiens à préciser que je ne parle pas du tout comme ça quand même. Heureusement. Parce que là, c'est très bizarre. C'est la pire imitation. On aurait dit Nicolas Canteloup, tu vois, qui imite quelqu'un. Genre, t'es là, il imite qui déjà ? Ah oui, ok. C'est gênant. C'est quand même gênant. Ouais. Comment est-ce que déjà, t'arrives parfois... Quand vous rencontrez des gens lambda, déjà, vous vous dites naturellement « Tiens, lui, je vais l'éviter ». Ah oui. Parce que là, on va donner 5 indices. Mais est-ce que du coup, à partir de ce podcast-là, les gens vont se dire « Alors, est-ce qu'il rentre dans ma checklist ?» Tu vois, et dès demain matin, quand ils vont rencontrer les gens... Non, on veut aider les gens à avoir une espèce de méthodologie pour détecter les personnes toxiques. On sait tous que dans nos environnements, tu fréquentes plein de gens. Il y a des gens, sincèrement, c'est des vampires en fait. Ils sont véritablement toxiques. Je sais qu'Augustin n'aime pas trop le mot. J'aime pas trop le mot, c'est trop à la mode, tout le monde... En fait, non, c'est pas que j'aime pas le mot. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? C'est qu'aujourd'hui, on met ce mot à toutes les sauces. Ah. Partout, dans tous les sujets, mais t'es là, mais du coup, on comprend plus qu'on... Oh là là. On ne comprend plus que... Tu feras gaffe parce qu'à mon avis, ce que tu bois, c'est toxique. On ne comprend plus que... Oh là là. On ne comprend plus ce que ça veut dire. Bravo, voilà. Putain, c'est fou. Comme on met le mot pervers narcissique partout aussi en ce moment, et c'est insupportable. Évidemment. Je pense surtout que ce sujet va en rejoindre beaucoup d'autres qu'on a déjà traités en podcast, parce qu'il y a aussi le fait d'accorder du temps aux autres, et du coup de moins s'en accorder à nous, d'être moins focus sur nos propres objectifs, parce qu'on a toujours cette culpabilité, dépendant de qui nous entoure, de se dire « Non, mais lui, quand il me parle, il a besoin d'eux », et en fait, on se rend même pas compte parfois que des gens autour de nous sont toxiques parce qu'on est juste trop gentil et peut-être on veut juste trop bien faire. Je sais pas votre avis, mais moi je suis sûr, comme tout le monde, que j'ai des gens toxiques dans mon entourage, mais je ne suis pas assez. J'en connais. Ah bon ? Oui. Oh, je suis impatient de voir les 5 points alors. Bon, premier point. Alors, premier point. Bon, après voilà, moi c'est ma méthodologie. Regarde, il j'adore. Il est en mode, je vais peut-être dire des trucs beaucoup trop trash, donc on va voir, je vais juste dire que c'est moi. Non, pas du tout. Alors, mon premier point, voilà, c'est... Premier indice, du coup. Ouais, exactement. Si tu dois vraiment jouer un peu au Cluedo pour trouver les personnes toxiques, qu'est-ce que t'as ? Merde, Ah oui, c'était très bizarre. Alors, si vous écoutez un podcast, vous pouvez pas comprendre. Si vous regardez sur YouTube, vous pouvez comprendre. Ravi. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a que 1500 abonnés et il en faut beaucoup plus. Voilà, parce qu'il faut qu'on soit plus à se marrer autour de ce podcast. C'est vrai. Il faudrait. Donc, le premier indice qui peut vous mettre un peu sur la voie, c'est la façon dont la personne va engager la relation avec vous. Et si cette personne commence par demander des choses avant d'en proposer, c'est déjà un très très bon indice. C'est-à-dire le mec qui t'écrit sur LinkedIn, sur Twitter, peu importe le moyen, et qui te dit « Ah putain, j'ai vachement besoin de ça, je sais que toi tu peux m'aider là-dessus, nanana », c'est pas bon signe. Et le pire, je trouve que c'est celui qui enchaîne en essayant de te convaincre que tu vas quand même y gagner quelque chose. Exactement. Ça c'est pour moi, c'est la Rolls-Royce de ce premier point. C'est vrai que c'est le strike. C'est incroyable. En général, c'est le strike. D'un, tu me fais chier. De deux, tu me demandes quelque chose. Et de trois, tu essaies de me persuader que je vais quand même y gagner quelque chose alors que je n'ai jamais eu cette idée-là. Je te relance 10 fois aussi. Oui, aussi. Quadruple point. Ouais, c'est vrai. On va allouer des points dans les commentaires sur YouTube. C'est vrai. Mais ce premier point, pour moi, il est caractéristique. Moi, j'ai une constante, en tout cas, c'est tous les gens qui ont engagé la conversation avec moi en disant « Écoute, je suis clair, honnête, transparent. Voilà ce que je peux te proposer. Et voilà ce que moi, je recherche. » C'est en général beaucoup plus clair, beaucoup plus mature, beaucoup plus honnête. En général, c'est des gens qui sont vachement moins drivés par leur ego, qui ont réglé des problèmes d'ego avec eux-mêmes, qui n'ont pas peur de demander quelque chose. Et même s'ils ont peu à offrir en contrepartie, ils offrent quand même quelque chose.
Ils vont être dans une forme de reconnaissance dès la première interaction. Et puis la conscience d'y penser et de t'approcher en enchaînant tout de suite en te disant d'ailleurs ça me gêne même de te demander ça ou autre, j'ai remarqué que peut-être tu pouvais avoir besoin de ça, il se trouve que j'ai eu... Enfin, juste avoir cette conscience d'assumer le fait qui est de demander quelque chose gratuitement et simplement. Après là, est-ce que tu parles des gens qui sont très proches déjà de toi et qui te recontactent là-dessus, ou est-ce que tu parles des gens qui te contactent pour la première fois ? Bon, il y a de tout, hein, tu sais, c'est un indice parmi plein d'autres. Enfin, en l'occurrence, je vais essayer d'en donner 5. Alors, si vous avez les 5, alors là, sincèrement, c'est que tout clignote en rouge. Il faut vraiment courir dans l'autre sens. Mais en tout cas, sur l'ensemble des gens qui rentrent en interaction avec toi à travers, je sais pas, n'importe quel canal. Que ce soit le travail ou le perso. Hein. Ah oui, c'est valable dans les deux. Bon, ça part déjà pas très bien si le mec commence par te demander des trucs et ne propose rien en contrepartie, même si c'est des trucs qui sont pas très utiles pour toi. Faire l'effort intellectuel de dire, écoute, je sais que je vais te demander quelque chose, j'ai pas grand chose à proposer, mais je te propose quand même quelque chose, c'est déjà pas mal. Voilà. Après, ce que j'aime bien parfois, c'est de le savoir, d'en avoir conscience, d'aller dans son sens et de voir comment est-ce qu'il me rendra le truc. Et à partir de ce moment-là, je peux aussi juger, de voir quel degré tu vois, de cohérence il peut avoir et est-ce qu'il accepte de se dire bah, c'est normal en demandant quelque chose de devoir en donner aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je déteste par exemple les gens qui me disent non, tu donnes pas pour recevoir. Ça, c'est un truc, mais en fait, c'est pas possible. Je ne suis pas né sur cette terre pour donner aux gens sans me demander à un moment donné, tiens, et moi, qu'est-ce que je reçois ? Comme bonheur, comme amour, comme bien matériel, tu vois. Tu verras, ça va rejoindre un autre point un peu plus tard. Ah, d'accord. Bon. Tu vas voir. Ok. Non, je suis vraiment le seul à avoir bossé. Il se laisse faire. Ah bah ouais, moi je... Mais après, non, moi, sur ton point, quand tu donnes, normalement, tu reçois forcément. Si tu donnes vraiment... en tout cas, c'est un autre indice. De ton truc, en vrai, normalement, tu reçois... C'est dans la Bible, non, ça ? Non, mais t'en es pas loin, c'est vrai. Quel bâtard. Non, mais c'est pas une vanne en plus. Il en est pas loin. Il y a un vrai truc. C'est vrai. Il y a un vrai truc sur donner et Augustin recevoir. est très premier degré sur la Bible. Hein, Je suis toujours. Oh là là. Et du coup, non, c'est un vrai truc. C'est très biblique, oui, c'est vrai. Mais en vrai, tu as plus de chance. Hein. En fait, pour moi, et c'est après comme un pourcentage qu'on pourrait imaginer, mais sur 100 personnes à qui tu acceptes de donner, ben forcément, il y a plus de chances que parmi ces 100 personnes, elles te redonnent quelque chose que si tu n'acceptes de ne rien leur donner. Il y a quand même moins de chances qu'elles te donnent à leur tour quelque chose. J'ai pas compris le syllogisme. Non, c'était beaucoup trop complexe. Clair vous avez du tout. compris. Si vous avez compris, dites-le. Statistiquement, si tu donnes, t'as plus de chances de recevoir que si tu ne donnes rien. Évidemment. Bah évidemment. Bah voilà, bah à partir de là... Voilà. Mais il faut pas dire qu'est-ce que je vais recevoir, parce que si t'attends trop de recevoir, tu donnes. Non, mais jamais. maintenant, tout le sujet, c'est de savoir à qui donner. Non, mais avec Romain, c'est donne-moi des mots, je te ferai des phrases. Ouais, c'est ça. Moi, je les c'est place, un peu les ça. gars, après vous faites votre Scrabble, ok. C'est ça. Bon voilà, en tout cas, je pense que c'est un bon premier indice sur la façon dont les gens entrent en contact avec toi. On a tous eu des gens qui nous ont demandé des trucs. Qu'on n'a pas vu depuis longtemps d'ailleurs, souvent. Ah oui, ça démarre toujours. Et ça, Moi, j'adore on peut faire un café, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Faire un café. Prendre un café, putain. Ah. Les gars, vous j'ai l'impression de... Tu sais, c'est comme Romain, il dit on va faire l'essence. Ah oui. Ouais. Non, alors, non, là, je vais vous raconter. J'ai été traumatisé par ma mère, C'est un truc du qui le sang, soir, c'est un quand truc j'étais du sud, petit, ça. quand j'étais petit, ma mère me disait Romain, va faire ta douche. Et à chaque fois, j'avais un pote qui venait dormir à la maison. Et quand il entendait ma mère dire ça, il lui disait ok, mais du coup, en carrelage ou dans une autre surface. Et à chaque fois, elle rigolait, mais elle comprenait pas. Et moi, Faire ta douche. Mais c'est à chaque blague. fois, c'était va faire tes mains pour laver les mains ou va faire la douche. Et vous avez un problème. J'ai vraiment été d'éducation traumatisé. grammaticale Voilà. à Monaco, je crois. Hein. Écoutez, l'anecdote très perso est partagée, on peut continuer. Je sais pas, les monégasques ne parlent donc pas français, on est bien d'accord. Deuxième point, deuxième indice. Les gens qui te racontent l'histoire à leur façon, qui ne te donnent pas l'histoire pleinement ou qui omettent les détails. Oui. Voilà, on va dire. Ils ont une espèce de science sur la façon de raconter l'histoire, en oubliant un certain nombre de détails ou Toujours à leur avantage. à Souvent. leur avantage, ou en tout cas en oubliant de citer les trucs où ils savent que tu vas peut-être tiquer. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et ça se... Avec un peu de temps, tu arrives à les piéger.
C'est-à-dire que Comment ? leur façon de raconter l'histoire, déjà en leur demandant de raconter l'histoire. J'ai jamais pensé à ça. Ça, c'est fou. Parce qu'ils oublient. Ils oublient eux-mêmes qu'ils ont oublié des trucs. Souvent, ils parlent beaucoup, de toute façon, pour noyer le truc. Exactement. Donc, en plus de ça, au bout d'un quart d'heure, tu t'attends qu'il y ait un blanc et tu leur demandes, ok. Et tu arrives à les piéger en leur demandant de raconter l'histoire. En général, ça marche assez bien. Et en fait, quand tu te rends compte que tu as quelqu'un dans ton entourage qui a oublié des détails, qui n'a pas fourni vraiment tous les éléments, etc., c'est aussi un bon signal pour dire, tiens, je suis face à quelqu'un de potentiellement toxique. Ouais, mais on en parle toujours de ces gens-là sans savoir que c'est ça. Tu vois, hier, on en parlait, par exemple. Avec les gens qui arrivent, j'ai un super contrat, tu vas voir, c'est incroyable, tu vas faire des chiffres de fou, sauf qu'il omet de dire que t'es 3 ans en contrat avec eux et que t'es bien dans la merde si tu signes. C'est toujours tirer leur avantage, mais en général, pour les repérer d'une autre manière, moi j'adore les gens quand on parle pour la première fois avec eux et qu'ils ont vraiment quelque chose, un but précis dans cette conversation avec toi. Ils vont d'abord dans le but précis et ensuite ils se soucient de savoir comment ça va au niveau de l'actu, etc. Mais après, j'ai l'impression, et je te demande à toi Manuel, parce que je sais que tu as beaucoup plus l'habitude du marché US que français aussi, un peu des deux, mais tu as quand même l'expérience dans les deux. J'ai l'impression que c'est quand même vachement franchouillard d'essayer d'arrondir chaque angle, embellir toutes les histoires avant d'en arriver au fait. Un truc tout con, mais nous dans notre business, je sais qu'on a horreur de parler budget ou argent dans les premières minutes de call. Mais moi, ça me rend fou de passer 20 minutes avec quelqu'un que je ne connais pas, dont j'en ai rien à faire, qui est juste là pour bosser avec nous, et de découvrir après 20 minutes qu'il pourrait à peine payer 1 heure de travail auprès de mon équipe. Je me dis que c'est une perte de temps horrible. Et d'un autre côté, ces gens-là, si tu ne fais pas cet effort-là, même s'ils ont le budget, ils vont te trouver comme un vrai connard et ils vont pas travailler avec toi, tu vois. T'as cet entre-deux à chaque fois. C'est vrai que le côté très upfront, très... Alors upfront. Très... Rentre dedans. Direct, rentre dedans. Ah, d'accord, j'ai cherché mais j'étais pas sûr. Merci. N'hésitez pas pour les traductions, je suis là toujours. Sur t'as le fric ou t'as pas le fric, c'est souvent très mal pris, particulièrement en France. Pas partout en Europe. Ailleurs en Europe, on peut démarrer la conversation par quel est ton budget ? Ok. Oh waouh, c'est maintenant fou. on a ton budget et maintenant on va pouvoir imaginer ce qui est possible dans ton budget. Mais en même temps, quand il réfléchit, c'est vachement logique. Parce qu'il y a 10 000 façons de faire différentes choses et en fonction de ton budget, on ne va pas les faire de la même façon. Donc, avoir ce rapport à l'argent qui est un peu, désolé Augustin, très judéo-chrétien, Ça me dérange pas. très pudique. Non, mais je le conçois tout à fait. Dans les affaires, c'est assez handicapant. Ouais. Ça peut faire perdre énormément de temps. Et dans le perso, c'est pareil, sur d'autres demandes et autres, les gens qui ont l'impression qu'ils doivent déjà prendre soin de toi ou te masser pendant un quart d'heure avant de demander quelque chose pour avoir une réponse claire, nette et précise, c'est assez handicapant parfois. Mais je vais te laisser enchaîner puisque je n'ai rien préparé. Donc voilà, je pensais à un deuxième indice, les gens qui racontent l'histoire à leur façon, c'est un bon deuxième indice. Troisième indice, sur 5, c'est détecter les vrais voleurs. Les gens qui volent. Et il y en a. Mais qui volent comment ? Genre plus Robin des Bois un peu stylé ou genre plus, Lupin. Ouais, plus Lupin, tu vois, ou plus Aladdin, genre le mec il est dans un souk et bon, c'est un peu l'arrache quoi. Écoute, moi j'ai un fondamental en tout cas dans la façon dont je procède, c'est que je pense que tu dois donner sans rien attendre en retour. C'est là où je disais, tu verras, il y a un point c'est la Bible aussi, qui va te plaire. Je pense que tu ne donnes pas pour attendre quelque chose en retour. Par contre, quand tu as le comportement qui est que quelqu'un va prendre une de tes idées sans la sourcer, sans te citer, prendre des trucs que tu as écrits sans les citer, en faisant ses propres idées, ou prendre... je sais pas moi, une punchline sans te sourcer, ou prendre une de tes photos, ou peu importe quoi, un truc que tu as créé vraiment. Et je pense que voler des idées, c'est largement aussi grave que de voler quelque chose dans un magasin, en fait. Simplement, comme c'est immatériel, les gens pensent que c'est beaucoup plus facile, c'est autorisé. Comme c'est immatériel, on a le droit de voler. Mais en fait, je pense pas. Je pense que le fait de sourcer, c'est un signe d'humilité. Que tu puisses dire...
j'ai été inspiré par machin qui disait ça, et d'ailleurs j'en fais maintenant mon idée et je construis quelque chose autour de ça, c'est le signe de maturité. Quelqu'un qui va prendre ton idée, que tu vas retrouver des passages entiers de trucs que tu as écrits, copier-coller, que tu vas retrouver sur leur site web, où ils t'ont vraiment piqué des tonnes de trucs, mais sans changer une virgule, tu vois, sans même faire l'effort de changer quoi que ce soit, ça c'est le signe de personnes toxiques. Ok. Ok. Non, t'es pas d'accord, Augustin? Ah, totalement d'accord. Merci pour le dynamisme inspiré. Non, on a tous des noms en ces... tête en fait, c'est ça qui est fou à chaque fois. Ah, c'est que vous êtes en train de ouais, faire exactement, ouais. Moi, je suis en mode sniper là. Ouais. Non, c'est ça, mais. Le plus dur, c'est de choisir. Ouais, mais le plus dur, c'est de choisir. C'est-à-dire que tous ces indices-là, tout le monde peut les appliquer et autres, mais on peut pas avoir la même règle pour tout le monde. Dans le sens où, par exemple, donner sans jamais rien attendre ou autre, ça voudrait dire que n'importe quelle personne qui te parle dans la rue et qui te demande, faut lui donner. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire là. On est en train de dire que dépendant de comment tu sélectionnes ces gens-là, même si dans un premier temps, ils ne t'apportent rien, du moment où tu les as sélectionnés et que tu penses que non, c'est pas... Non. Je vais mettre le truc au clair. Oui. À partir du moment où tu choisis de... Dis-nous. Tu peux accepter de ne rien recevoir en retour. Et tu peux pas te plaindre. Si tu as délibérément choisi de donner et de contribuer à aider quelqu'un, tu peux pas te plaindre de ne rien avoir en retour. Parce qu'à partir du moment où tu donnes, si tu donnes généreusement, véritablement, tu dois accepter de ne absolument rien recevoir en retour. Mais la beauté du geste veut que la personne qui reçoit, normalement, a de la reconnaissance. Normalement. Voilà. Normalement. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où tu peux juger véritablement les gens. C'est-à-dire que toi, tu donnes sans rien attendre en retour, mais à l'inverse, la personne qui reçoit va, avec sincérité, être reconnaissante et avoir l'humilité d'être reconnaissante. Quand les deux se rencontrent, c'est beau. Quand il manque un des deux trucs, ça devient compliqué. Mais ça, dans la vie de tous les jours, c'est ce qui nous permet aussi de savoir très clairement à qui on a affaire. C'est pour ça que ça fait partie de mon faisceau d'indices. Bien sûr. C'est ça un indice en fait, Romain, au cas où c'est le sujet, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est le sujet. Super, c'est le sujet, d'accord. Tu es dans le bon podcast. Ouais, trop bien. Bienvenue, Romain. Du coup, je vais prendre cet indice en compte. Voilà, Super. je pense que c'est un bon sujet et c'est un bon indice de se dire... est-ce qu'il y a une forme de reconnaissance ou pas, ou est-ce que les gens s'approprient ce que tu leur as donné, les gens en profitent aussi, en font leur propre création, tu vois, en se disant non, c'est moi l'auteur, on m'a jamais aidé, on m'a jamais mis le pied à l'étrier, rien du tout, et puis construisent à partir de là. Moi, j'ai pas de problème à ce que des gens fassent ça, mais à contrario, il faut que eux n'aient pas de problème sur le fait que du coup je les catégorise un peu dans la case des connards. Mais la façon dont tu... Il y a beaucoup de gens qui ont fait... En fait, alors moi je pense plus à l'humour, il y a tellement... Alors, je pense pas forcément à la personne à laquelle on pense. Tu vas parler de Gad Elmaleh ou pas? Oui, j'allais pas parler de Gad Elmaleh en plus. J'allais parler de Coluche. Ouais. Coluche qui était très célèbre pour... en fait, il était dans les dîners avec ses potes et il notait toutes les punchlines. Mais non. Des gens dans les dîners, dans les trucs. C'est fou ça. Et il les refaisait sur scène. Et tous les gens étaient là, mais mec... Tu vois, je l'ai dit l'autre soir, c'était marrant, je me suis dit que j'allais noter pour mon truc, et lui, il notait tout, il refaisait les vannes de tout. Il est très très connu pour ça, Coluche, pour avoir pompé des vannes à tous ses potes. Et il s'entourait de gens très drôles pour faire ses spectacles. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que tu t'inspires de ta vie, et tu retravailles, et tu lui donnes une autre forme. À partir du moment où il y a un petit peu de transformation, de retravail, etc., bon... je sais pas, faudrait vérifier, mais de tête, je crois que c'est Picasso qui disait que dans l'art, on ne fait que voler les autres. Oui, il y a une phrase comme ça. Mais voilà, j'ai pas de problème avec le fait que tu aies des sources d'inspiration, qu'il y ait des gens qui t'inspirent, que tu t'appropries leurs idées. À partir du moment où tu injectes toi-même un peu d'intelligence, de transformation, d'adaptation, etc. Qu'on soit inspiré, ça me paraît logique. C'est la différence entre un plagiat et une reprise, tu vois. J'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. Ce point, il me fait penser à un sujet dont on parlait il y a pas longtemps, Manuel, les personnes qui parlent un peu à la troisième personne de leur équipe ou à la première personne. Je trouve que maintenant que tu me l'as dit, parce qu'avant j'y pensais pas du tout, il y a des gens qui, même s'ils ont 50 employés, ils parlent toujours du moi-je, avec ma société, avec ceci, avec cela. Et je trouve que ça rejoint vachement ce style de personnalité qui, en général, peu importe ce qu'il va entendre, quand il va replacer son truc, il va forcément le placer un peu plus autour de lui,
qu'autour des gens qui lui ont réellement apporté ce truc-là. Et c'est vrai que quand on remarque des gens, même très jeunes, qui peuvent dire on fait avec nos équipes, la société permet, notre équipe fait, tu remarques tout de suite quelqu'un qui s'en branle de devoir lui se mettre en avant parce qu'il sait que son équipe le fait à sa place. Et c'est la beauté du truc, je trouve, c'est que plus tu prends soin de ton équipe ou de ta famille, de ton entourage, etc., et plus tu les mets au cœur des sujets, plus normalement, naturellement, justement, ils te le rendent. Et c'est eux qui vont faire le travail à ta place. Non, mais il y a un exemple, alors c'est très très concret, mais Gasly, quand il gagne le Grand Prix, c'est débile, hein. Mais le premier truc qu'il dit, c'est est-ce qu'on l'a fait ensemble ? Est-ce qu'on vient de faire ça ? Ça, c'est même pas est-ce que j'ai gagné la course ? Et toutes les interviews, tout le moment où il gagne au micro, alors que c'est l'émotion qui vient, normalement tu pourrais parler de toi-même, il dit on tout de suite. Ça, parce qu'il sait très bien que s'il n'y avait personne pour préparer son moteur, jamais il serait là en train de la conduire. C'est incroyable dans ces moments-là de dire on et de penser à l'équipe d'abord. Et là, dans les sportifs, tu reconnais les grands là-dedans. Et Charles Leclerc, il est exactement pareil. Quand il perd, là, il est 4e au dernier moment, il dit non, mais ce qui est important, c'est que comment il s'appelle, Vettel soit 2e, ça lui fait du bien pour l'équipe, c'est cool. De revenir tout de suite au honk, avec quel plaisir. Et ça, c'est très très rare, je trouve. Moi, je trouve que c'est un indice. C'est-à-dire que quand tu regardes les gens s'exprimer, notamment en communication externe, quand tu parles avec l'extérieur de l'entreprise, les gens qui disent « je », c'est un indice de personnalité toxique. Moi, j'estime qu'en communication externe, on doit dire « nous ». Mais pourtant, c'est vraiment quelque chose qui est super utilisé. Hein. Tu n'es que le fruit d'une équipe. Ouais, mais tous les jours, il y a des gens qui sont pourtant talentueux, que j'adore, qu'on apprécie et qui sont tout le temps avec le jeu dans la bouche. Hein. Quand tu dis « je », c'est vraiment ton opinion très personnelle. À la rigueur, c'est presque... tu te détaches de ton entreprise. C'est pour... et dans la culture anglo-saxonne, c'est très fort. C'est-à-dire, ils disent rarement, très 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 rarement « je ». Bah en plus, c'est ce qui veut qu'une entreprise soit une personne morale. Donc, oui, bien sûr. Et en plus de ça, ça part de là quand même. Et donc, en communication externe, normalement, on dit « nous ». On dit toujours « nous ». C'était cette conversation à laquelle tu fais référence. Qu'en interne, tu dises « je », il n'y a pas de problème. Parce qu'en interne, c'est le débat des idées qui doit aboutir à une espèce de consensus ou en tout cas de point de vue global qui va être celui de l'équipe, qui va pas être le tien, mais qui va être qui va être une espèce de mix entre ce que tout le monde a exprimé, et on va atterrir sur une position globale, et à partir de là, tout le monde va prendre cette position et aller la défendre. Et donc, cette position n'est plus la tienne, mais elle est le fruit du travail d'une équipe. Et donc, c'est pour ça qu'en externe, tu dois dire « nous ». Et c'est pour ça que dans beaucoup de communications, tu entendras un Tim Cook dire « nous, chez Apple, on pense que ». Il dira jamais « je ». Il dira « nous, chez Apple, on pense que ». Il dira le jeu au moment où on lui pose une question dans une interview de comment lui, il voit le futur du smartphone, si ça doit être lui réellement et non même pas... Et encore, tu penses ? Il dira on pense que... On a développé... Par contre, sur un truc perso, il pourra dire tiens, là, mon avis à moi, c'est que... Mais c'est très rare. Il va tout faire pour éviter le jeu. Parce que quand il s'exprime publiquement, il ne s'exprime pas en tant que personne individuelle, il représente un groupe en énorme. tant que représentant d'Apple. Bien sûr. Et donc, il exprime la position d'Apple. Donc, il va toujours employer un « nous ». En fait. Voilà, un exemple concret et très terre-à-terre de comment est-ce que vous pouvez modifier rapidement, si vous aviez cette mauvaise habitude, pour un peu step up dans la tête de votre entourage. Exactement. 4e indice, les gens qui deviennent jaloux de votre succès. Ah ouais, mais ça, c'est incontrôlable. Parce que tu veux les faire monter dans ton train et putain, ils prennent pas ce train et ils comprennent pas pourquoi, à quel moment ils sont sortis. Et après, ils te pointent du doigt. Ils font c'est parce qu'il a eu de la chance, c'est parce qu'il a eu ça, c'est parce que. Et en fait, c'est assez intéressant. Je trouve ça, que. Je suis pas... Alors, moi, je mettrais pas forcément. Alors, il a même pas entamé le point. Non. Pour la jalousie. J'ai pas fini. J'ai à peine commencé. Vas-y. Mais sur la. Non, mais il était parti aussi avant. Tu l'as pas engueulé, lui. Vrai, il t'a coupé. Et c'est moi qui prends, comme d'habitude. C'est vrai. C'est un peu le souffre-douleur. Mais je trouve que les gens qui se sentent... Je vous emmerde quand même. Hein. les gens qui se sentent menacés par ton succès, c'est un bon indice de gens qui sont pas sains. En fait, menacé, c'est différent de jaloux, je trouve. Hein. C'est pas pareil. Hein. Ouais, mais je précise justement. Je précise mon point. C'est-à-dire que les gens qui sentent que en fait, ton succès va leur enlever quelque chose, qui vont pas spontanément te féliciter ou te dire je suis content pour toi au sens littéral du terme. C'est-à-dire je ressens une forme de bonheur pour toi, pas pour moi.
pour toi. Je sens que pour toi, c'est important. Au sens premier du terme. Ça, genre la vidéo Formule 1, Manuel. Ta gueule. Je n'en peux plus de ta vidéo Formule 1. Mais je suis vraiment... il était trop... Je sens que ça a été important pour toi, cette vidéo. Parce que j'en ai tellement parlé qu'à chaque fois qu'il en parlait à quelqu'un, il en parlait avec autant d'amour que moi, quoi. Alors qu'il en a rien à foutre à un moment, c'est bon, quoi. Non, mais je comprends. Ça te fait plaisir. Voilà, donc, exactement. C'est de l'humain, c'est beau, c'est beau. Je me réjouis pour toi. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont le sentiment que s'il t'arrive un truc de bien, ça leur enlève quelque chose à eux. Ouais. Alors qu'en réalité, non. C'est pas comme découper un gâteau où plus tu découpes en parts, moins il y en a pour chacun. Ah, elle est pas mal cette image. Tu vois, le fait que... Attends, j'ai pas compris l'image avec le gâteau. Ben en fait, le bonheur, c'est pas un gâteau que tu découpes en parts. C'est pas parce que toi, t'as beaucoup de bonheur ou que Romain en a beaucoup que ça m'en enlève à moi. Attends, excuse-moi, je comprends pas l'image. Non mais t'es bourré ou quoi? Non, je comprends pas l'image. Sans déconner. Non mais je comprends le côté... Le bonheur, c'est un truc qui est illimité, c'est pas parce que oui, toi, illimité, d'accord, j'ai compris. Ok. Tu trouveras ton bonheur dans quelque chose ou moi je le trouverai pas et ainsi de suite. Donc c'est pas un gâteau qui est défini à l'avance. C'est le partage du gâteau que j'ai. Ok, c'est bon. Tu n'as pas à te sentir lésé. Oui, ok. C'est pas parce que quelqu'un est heureux, ressent un truc qui lui fait du bien que toi ça t'enlève quoi que ce soit. Oui, t'as une autre pâtisserie où aller acheter le gâteau, quoi. Bah voilà, donc tu peux te sentir tout à fait capable de te réjouir pour quelqu'un d'autre. Et puis en plus, dépendant des nouvelles, le fait d'en profiter avec la personne et de lui montrer, tu peux carrément parfois apporter des idées, être proactif sur son sujet ou sur ce qu'il fait et tu vas pouvoir carrément être inclus indirectement dans sa nouvelle... Ou juste être content pour lui. Ou bien sûr. Être content pour les gens. Bien sûr. Même sans contribuer à quoi que ce soit. Le plaisir de le voir heureux. Oui. Ça suffit. Ouais, mais à l'inverse, en plus, t'es super content quand toi, tu vas lui annoncer quelque chose à ton tour, que lui soit là aussi. C'est ça qui est fou, c'est que ces gens-là, ça ne marche que dans un sens. Ouais, c'est que c'est pour ça que je pense que c'est un bon indice. Les gens qui se sentent vraiment un peu jaloux ou menacés ou qui vont tacler le fait que toi t'es heureux et tu devrais pas l'être parce qu'ils le sentent pas, etc. Tu vois, on a tous vécu des situations comme ça. Ben en fait, ça pour moi c'est un bon signe de relation toxique. Je suis désolé, mais moi je dois citer le meilleur exemple. Le meilleur exemple, c'est d'aller avec des gens que tu connais pas trop au casino. C'est génial le casino pour ça. Parce que tu vas avec des gens que tu connais pas. Attends. En plus, lui, il y va fort. Hein. On fait Las Vegas. On y va avec des gens qui vraiment, il faut pas être jaloux. Vraiment pas. Il y a vraiment des gens au-dessus de tout. Quand tu vas à Las Vegas au CES, t'as vraiment des pointures de l'entrepreneuriat. Ils arrivent à la machine, ils te mettent 5 000 euros. Pour toi, c'est 5 euros, quoi. C'est vraiment, c'est impressionnant. Et là-dessus, mais moi, ça me fait tellement rire de participer avec eux parce que je sais que je pourrais pas être à leur hauteur haute. Je ne cherche pas à l'être. Moi, je suis pas jaloux. Ça me fait pas rire. Moi, ça me tend, mais dans le sens où. T'as l'impression que lui, on a l'impression que c'est sa thune. Moi, j'ai l'impression que c'est ma thune. Je suis très content pour lui. Je trouve ça drôle. Mais en gros, ça me. Beaucoup d'empathie. Ils arrivent pas. Ouais, exactement. Ils arrivent pas à stresser là-dessus. Je suis. Mais les mecs. Ils rigolent. Ils te regardent et ils balancent 50 balles de pourboire et ils rigolent. Et pour toi, tu te dis, mais c'est. C'est se met la table de blackjack comme ça. Il a des jetons de $2000 dans la main. Et il te regarde, fait. Dis-moi quand est-ce que j'arrête. Voilà. Ça me fait rire. Mais moi, ça me stresse. Pour moi, c'est l'exemple parfait où tu vois très vite les gens qui. On parlait de rien à foutre dans un autre épisode. C'est exactement ça. C'est vrai, avec Léo. Ouais. Si vous l'avez pas vu, il faut foncer le voir. 5e point, c'est les gens qui se victimisent sans arrêt. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont toujours une explication pour dire que ce qui leur arrive, c'est pas normal. Il y a un côté Calimero. Tu vois, il y a un côté. Alors Calimero, attends, parce que c'est une vieille ref. Romain, Calimero. Moi, ça me fait penser. Déjà que c'est vieux pour moi comme ref. Moi, ça me fait penser au jingle Barba Papa. Ah, t'es pas très loin. C'est pas très loin, non? C'était un poussin noir avec sur la tête. Il était dans l'île aux enfants, donc. Je l'ai vu. Voilà, je l'ai vu quelques fois. La ref, oh là là. Pas mal. C'est arrivé jusqu'à Monaco. Écoute, vous avez la tête. D'accord. Ce côté victimaire qui est, c'est pas de ma faute. C'est parce que j'ai pas ça ou c'est parce que je suis ça qui m'arrive ça. Non mais toi t'as des contacts. Oh là là, voilà, toi t'as du réseau, toi t'as des contacts, toi c'est plus facile. Donc de toute façon c'est toujours plus facile une fois que t'en as chié avant. Hein. Tant que l'autre il en chie pas, c'est toujours plus compliqué au début aussi. Hein. Il y a des process que t'as pas eu l'habitude de faire au tout début. Quoi. Tant qu'on est dans une logique qui est de se trouver des excuses, enfin tu vois, c'est un côté un peu pathétique. C'est un côté un peu. Mais gars, vas-y, bouge-toi, quoi. Alors pourtant, à toute échelle, je trouve qu'on râle tous au moins une fois dans la journée où on se
tords un peu le truc pour un truc de merde. Alors il y a un truc que j'essaie de faire depuis quelques jours, je vous le partage, je trouve que ça marche assez bien. J'ai très peur, vas-y. Quand je m'apprête à râler sur un truc ou autre, je fais une pause et je me force à sourire. Alors c'est con, mais ça provoque... On dirait que t'as regardé les vidéos de Cyrus. Non, je te jure, je me force juste à sourire plutôt que de râler. Et en fait, Est-ce que tu pourrais nous filmer ces moments? C'est très gênant. C'est très gênant. Tu vas pour t'énerver, tu fais... Voilà. Et tu te forces pendant 5 secondes, mais ça te provoque un tout petit truc de dopamine ou autre qui fait que ton cerveau se dit finalement je suis pas si malheureux que ça, et puis t'avances. C'est très dur à faire, hein, parce qu'il faut déjà avoir le côté troisième personne où tu te vois mal agir, pas dans le bon sens, pour avancer. Mais c'est vrai que parfois, alors oui, il y a des problèmes qui sont des problèmes, mais qui en deviennent encore plus gros et qui ont encore plus d'importance quand tu y portes de l'intérêt, justement. C'est le truc horrible, mais c'est très cliché. J'en dis non, de toute façon, il y a des gens qui ont plus de problèmes que ça, mais je pense qu'il faut l'avoir vécu. Moi, en gros, alors j'explique toujours, mais dès que j'ai une merde, un truc et tout, c'est pas la phrase. Je me dis toujours qu'il y a quelqu'un dans un. Non, mais ça m'énerve. Qui a des plus gros problèmes, mais en vrai, quand même, tu reviens un peu à ça. Je suis désolé. Ah non, moi, sinon, tu fais plus rien de ta journée. Non. Si tu vois les gens qui sont meilleurs ou moins bons que toi et que tu commences à avoir c'est pas ça. C'est que quand t'as des problèmes et t'es là, putain, ça me fait chier, ça m'emmerde, je suis bloqué là-dedans, c'est des trucs. Tu te dis, alors moi, j'ai bossé en fait dans un milieu où il y avait des personnes handicapées. Tu te dis, putain, je suis pas dans un. C'est horrible, hein, c'est très cliché de dire ça, mais en vrai, quand tu l'as vécu et que tu as vécu avec ces gens-là, après t'oublies mais tout les petits trucs. Disons que tu relativises. Tu relativises en fait, et je trouve que les gens qui sont trop relativistes, c'est chiant aussi, en mode il y a plus de problèmes dans la vie, mais de l'être un peu, c'est cool aussi. Mais pour moi, si tu l'as pas vécu, ça marche pas. Il y a certains domaines où tu peux l'être, il y en a d'autres où tu ne peux pas l'être si tu veux évoluer, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Je sais pas trop où vous allez. Moi, je disais juste. Oui, c'est vrai, on est parti très très loin. Je disais juste que les gens qui se trouvent des explications et qui se présentent comme des victimes d'un contexte qu'ils ne maîtrisent pas, il y a aussi des gens qui acceptent de subir et de ne pas peser sur la situation, qui ne mesurent pas le fait qu'ils ont de l'impact sur ce qui leur arrive. Alors, pour moi, pour pouvoir très vite les catégoriser et avoir cet indice dessus, en général, ce sont les premiers à parler en soirée quand tu leur demandes le ça va. En général, c'est des gens où tu as envie de leur dire salut, comment ça va pas. Il y a eu ce truc, moi, je sais qu'il y a quelques personnes autour de moi où on en rigole beaucoup, tu vois, et c'est pas grave, ils sont gentils, mais à chaque fois on leur dit ah, t'as parlé à un tel, alors comment il va pas. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui, dès que tu vas leur parler, ils vont se sentir obligés de devoir tout expliquer, dramatiser le truc, etc. Et tu les remarques assez vite parce qu'ils parlent finalement plus d'eux que du reste, quoi. Moi, je pense que la meilleure façon de les détecter, souvent, c'est des gens qui passent leur temps à lister les trucs qui vont pas chez les autres. Les gens qui se victimisent, c'est aussi des gens qui ne voient que le négatif. Genre nous, dans ce podcast. Ah bon ? Je rigole. Et parce qu'on voit que des indices négatifs sur les autres. C'est le sujet. Hein. Mais en même temps, voilà, c'est souvent un bon indice pour détecter cette capacité à se victimiser. C'est aussi des gens qui voient beaucoup le négatif dans toutes les situations. Et au lieu de se réjouir que le verre est à moitié plein, ils vont le voir toujours à moitié vide. Et ça, c'est un bon indice, en fait, qui va avec ce 5e et dernier indice pour détecter les gens toxiques autour de vous. Et on ne le répétera jamais assez, mais ça peut. On est le reflet des gens qu'on fréquente. C'est sûr. Et surtout, on se rend compte... Alors là, c'est sûr qui veut dire ta gueule. Non, c'est parce que j'avais une idée, je voulais pas le perdre. Ah. Non, on est vraiment le reflet. Et surtout, on se rend pas forcément compte qu'il peut y avoir des gens très proches qui le sont. Et après, tu te rends compte, t'es là, ah merde, c'est quand même chiant qu'il soit dans ma vie depuis je sais pas combien d'années. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et il faut avoir la lucidité de s'en rendre compte et de dire, et de prendre les décisions en conséquence. Ouais, exactement. Et ça fait du bien. Voilà. Et moi, je suis intimement persuadé qu'on est le reflet de ces fréquentations. Et dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ouais, non, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Et attention, c'est Saint-Augustin. C'est pas vrai. C'est plus ou moins ça la phrase, mais c'est Saint-Augustin, c'est pas une vanne. Putain. Et donc, je pense que c'est toujours très bien d'avoir une petite méthodo sur la lucidité autour de tous ces sujets. Plus tu es lucide, plus tu peux prendre des décisions lucides. Après, tu peux parfaitement décider de continuer à fréquenter quelqu'un de toxique. À partir du moment où tu en as conscience, c'est déjà beaucoup plus facile. En suivant tous tes indices, Manuel, on aperçoit du coup qu'il faut être vraiment très lucide pour détecter ces indices-là dans les proches comme dans les gens moins proches. Si on devait là, tous les trois, être très lucides entre nous, et si on devait s'attribuer du coup l'un de nos plus gros points négatifs,
chacun à notre tour pour terminer ce Oh là là, mais podcast. c'est horrible. Je me suis dit qu'on était Moi, en plein dans le sujet. Moi, je sais. Moi, Vas-y. c'est aussi, hein. Moi, je sais. En fait, il n'y a que l'excellence qui m'intéresse. Ah oui. Ouais, c'est super. Ouais, d'accord. Et toi, Et donc, je sais que c'est dur. Que c'est d'abord, pour moi, parce que j'ai du mal à me satisfaire d'un truc. Alors, moyen, c'est déjà, pour moi, dans mon échelle de valeur, ça devient nul. Bien, ça devient acceptable. Très bien, on commence à teindre l'oreille. Mais voilà, c'est l'excellence qui m'intéresse. Donc, tout ce qui est en dessous de l'excellence a du mal à m'intéresser. Et du coup, ça fait peser sur les autres et sur les gens que je fréquente, etc., une forme de pression. Parce que beaucoup de gens me disent « mais on veut pas te décevoir, on veut pas te décevoir ». parce que pour déléguer autant, avec ce point négatif-là, tu dois te battre contre toi-même tous les jours en te persuadant que finalement c'est pas tant pourri que ça et que de toute façon, au moins c'est fait, plutôt que si t'avais dû à le faire parce que t'aurais pas pu faire plein d'autres choses autour, quoi. Donc au bout d'un moment, faut y aller, quoi. Bah, si tu veux faire beaucoup de choses, tu es obligé d'en déléguer, donc tu es obligé de te satisfaire d'une exécution qui des fois est suffisante pour ce qu'il y a à faire, mais qui n'est pas excellente. Bah, à un moment, le mieux est aussi l'ennemi du bien, donc il faut aussi se satisfaire de ça. Et puis, à contrario, des fois, tu as des super surprises. Hein. Des fois, tu délègues et puis on te délivre un truc qui est excellent, même au-delà de ce que tu attendais. Et moi, c'est ces moments-là que je chasse le plus. C'est ceux qui me procurent le plus de plaisir. C'est quand je suis ultra surpris par le niveau d'attention aux détails, le niveau d'excellence qui est mis dans ce qu'on me délivre. Mais c'est un peu comme les grands chefs, tu vois. Tout le monde peut cuisiner un truc, mais tous les petits détails, tout le truc qui va faire que la même recette va prendre une toute autre dimension, une toute autre saveur, c'est exactement ce qui m'intéresse. Mais c'est pas trop dur, enfin, quand toi tu dois justement gérer quelque chose, de devoir tout le temps te mettre cette barrière-là, parce que je suppose que de te battre contre toi-même, ça doit être encore plus dur que de voir les autres travailler et de juger le travail externe. Tu dois juger ton propre travail de manière encore plus dure que celui des autres. Ah bah moi je suis Oui. rarement satisfait de ce que je fais. Ouais. Et toi, Augustin ? J'ai plein d'idées en tête, mais il y en a une qui Elle est revient, bien cette fin de podcast. qui revient beaucoup. Dites-moi, mais elle est bien cette fin de Ouais, podcast. c'est pas mal. C'est un truc que j'ai beaucoup amélioré, mais je suis très binaire sur certains sujets. C'est-à-dire que c'est oui ou non, quoi. C'est-à-dire que tu me parles d'un truc, si pour moi c'est non, tu me feras mais vraiment jamais dire oui. C'est-à-dire que je suis très arrêté sur certains trucs. Et peu importe les gens en général, Et hein, peu t'es pas en importe, demi-mesure. Même peu importe les gens, parce que certains sujets où je suis binaire, c'est-à-dire que je suis sourcé, je suis au courant, etc. Et même si le mec vient me chercher des contre-arguments, le débat m'emmerde dès le début parce que je suis binaire. Et c'est un gros défaut sur certains sujets où, tu vois, je devrais pas être binaire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est aussi très bien de l'être sur certains sujets parce que tu restes dans tes idées et tu perds pas, entre guillemets, le cap sur certains trucs. Mais ouais, ça peut être un gros défaut sur certains trucs où tu te rends compte que tu t'es trompé pendant très longtemps. Romain, c'est à toi de conclure. Oui. Surprends-nous. Je pense que moi, ce qui m'a rendu le plus malade, c'est d'être perfectionniste dans mon domaine. Je sais que j'avais vachement de mal au début de travailler avec une personne qui devait prendre une caméra à ma place ou autre. Du moment où c'était pas exactement fait comme je l'aurais fait, je considérais que c'était de la merde. Et ça, c'est pas possible, parce qu'en fait, il y a un moment, il faut que tu acceptes que chaque être humain est différent, qu'ils vont te proposer un résultat qui sera peut-être pas le tien, mais qui sera aussi bien. Ouais, Et au il moins, faut il sera observer. Et voilà, exactement. Donc, mais ça, moi, ça me ronge toujours encore aujourd'hui, parce que parfois, il y a des choses que je délègue parce que je me dis non, arrête de vouloir accepter ça. Tu sais que c'est nul, ça va nuire au bon fonctionnement de ta semaine, etc. Tu peux pas prendre ce temps-là aujourd'hui, et la personne qui est avec toi peut très bien le faire. Et il y a une partie de toi au fond qui te dit ouais, mais si, il fera pas ça. Et ouais, ça, c'est un truc sur lequel je me bats toujours un peu dans mon domaine, parce qu'il y a d'autres domaines où je suis loin d'être perfectionniste. J'envoie le truc comme je dois l'envoyer, on s'en branle et ça ira bien. C'est vrai. Voilà. Non mais je le dis parce que c'est vrai. Il y a d'autres domaines où à l'inverse, les autres doivent être perfectionnistes avec
Moi. C'est vrai. C'est vrai aussi. Merci les gars d'avoir partagé ce moment avec moi en podcast. Et Avec toi T'as parlé à la première personne. Oui. Ouh là là. Non, avec Tu es nous. toxique, Romain. Mais non, c'est les gens qui ont partagé un moment avec nous. Oui. Oui, avec nous. Voilà. Et moi, je vous Voilà. remercie d'avoir partagé un moment avec moi en podcast. Bah non, avec J'ai le droit de vous avec remercier d'avoir partagé ce moment avec moi. nous. Ouais. C'est vrai. À très vite. Ciao tout le monde. Au mieux, ne surtout jamais cracher dans la main qui t'a toujours nourri. Règle numéro 2, ils étaient fans, maintenant ils manquent de respect. Parle mal, ils pensaient discret comme un mec rabatte quand ils rentrent de reste. Toi tu la retournes pas, tu changes de veste. J'ai décidé de jamais passer l'hiver au froid. Essayer de faire le nécessaire possible pour sortir de là.